La photographie fatale. Mobutu condamne son premier ministre à mort pour avoir pris une photo avec sa femme en Suisse. Le Zaïre de Mobutu Sese Seko, aujourd'hui République démocratique du Congo, fut pendant plus de 3 décennies, 1965 à 1997, un théâtre où se jouaient des drames shakespeariens sur fond de kleptocratie, de culte de la personnalité et d'une paranoïa d'État étouffante. Au sommet de cette pyramide de pouvoir chancelante trônait le léopard de Kinshasa, Mobutu lui-même, maître absolu des destinées, capable d'élever ses courtisans aux plus hautes fonctions comme de les précipiter dans les abysses de la disgrâce et de la torture sur un simple caprice, une rumeur ou une suspicion. L'histoire de Jean Kalibon, l'une des figures les plus brillantes et les plus controversées du régime, et de son interaction fatidique avec la première dame, Mama Marie-Antoinette Mobutu, illustre de manière poignante cette réalité brutale. Un simple geste d'amitié et de compassion, immortalisé par une photographie prise en Suisse lors de la maladie de Mama Mobutu, devint le catalyseur d'une descente aux enfers pour Nusa, marquée par un rappel brutal à Kinshasa, une humiliation physique et un emprisonnement pour trahison. Cet épisode, relaté par Nusa lui-même dans ses écrits critiques post-disgrâce, notamment son ouvrage Choc Mobutu, où l'incarnation du mal zaïrois lève un voile sombre sur l'atmosphère de suspicion maladive, la nature vindicative de Mobutu et la fragilité extrême de la faveur dans l'entourage immédiat du dictateur. Cette vidéo se propose de plonger au cœur de cette affaire, en explorant le contexte, les personnages, l'incident déclencheur et ses conséquences dévastatrices, révélant ainsi les mécanismes intimes et impitoyables du pouvoir mobutiste. Pour saisir la portée de l'affaire Ndusamama Mobutu, il est essentiel de comprendre le système mis en place par Mobutu Sese Seko. Arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire en 1965, Mobutu a méthodiquement éliminé toute opposition et consolidé son emprise sur le vaste et riche pays. Son règne fut caractérisé par 1. Mobutu se présentait comme le « père de la nation », le guide éclairé, le seul capable de maintenir l'unité du pays. Son image était omniprésente, des portraits dans chaque bureau au chant à sa gloire. La politique de l'authenticité, imposant des noms africains et une tenue vestimentaire spécifique, l'Abacoste, visait à renforcer son contrôle idéologique. 2. Le mouvement populaire de la Révolution, MPR, était l'unique parti autorisé. L'adhésion était quasi obligatoire, et l'appareil du parti servait de courroie de transmission à la volonté du président fondateur. La distinction entre l'État, le parti et la personne de Mobutu était volontairement floue. 3. Mobutu et son entourage immédiat ont pillé systématiquement les ressources du pays, cuivre, cobalt, diamants. La corruption était endémique à tous les niveaux, mais les plus grosses fortunes se concentraient autour du clan présidentiel. Mobutu lui-même accumula une fortune personnelle colossale, placée dans des banques suisses et investie dans des propriétés luxueuses en Europe. 4. Des services de sécurité redoutés, comme le Centre national de documentation, CND, puis l'Agence nationale de renseignement, ANR, maintenaient la population et l'élite politique dans un état de peur constant. Les arrestations arbitraires, la torture et les disparitions étaient monnaie courante pour ceux qui osaient critiquer ou étaient soupçonnés de déloyauté. 5. Mobutu excellait dans l'art de diviser pour régner. Il nommait et révoquait ses ministres et collaborateurs au gré de ses humeurs, entretenant une rivalité constante entre eux. La loyauté absolue, ou du moins son apparence, était la clé de la survie politique, mais elle n'offrait aucune garantie durable. La faveur pouvait être retirée aussi vite qu'elle avait été accordée. C'est dans ce climat délétère, où la proximité du pouvoir était à la fois une source de privilèges immenses et un danger permanent, que Jean Kalibon a navigué et que son destin s'est joué. Jean Kalibon était une figure atypique dans le paysage politique haïrois. Issu de l'ethnie Lunda du Katanga, Shaba, une région souvent en friction avec le pouvoir central de Kinshasa, il possédait une solide formation universitaire acquise en Belgique, Université catholique de Louvain. Intelligent, polyglotte et considéré comme un technocrate compétent, il gravit rapidement les échelons du pouvoir mobutiste. Il occupa des postes prestigieux, notamment celui de ministre des Affaires étrangères à plusieurs reprises et même celui de Premier ministre, premier commissaire d'État.
Sa compétence diplomatique était reconnue sur la scène internationale, où il représentait souvent le visage, présentable, du régime. Il jouissait, pendant un temps, d'une relation de confiance apparente avec Mobutu, qui appréciait son intelligence et son efficacité. Cependant, sa position était intrinsèquement fragile. Son origine katangaise le rendait suspect aux yeux de certains tenants de la ligne dure du régime. Sa compétence même pouvait être perçue comme une menace potentielle par un Mobutu soucieux de n'avoir aucun rival possible. De plus, comme tout membre de l'élite mobutiste, il était constamment sous surveillance, ses faits et gestes épiés, ses conversations potentiellement rapportées au guide. Sa relation avec la famille présidentielle, et en particulier avec Mama Mobutu, était un élément clé de sa position, mais aussi une source de danger latent. Marie-Antoinette Biatibois-Gog-Yéten, connue sous le nom de Mama Mobutu, fut la première épouse de Mobutu Sese Seko et la première dame du Zaïre jusqu'à son décès prématuré en 1977. Contrairement à la seconde épouse de Mobutu, Bobby Ladawa, Mama Mobutu cultivait une image plus traditionnelle et maternelle, souvent présentée comme la « mère de la nation ». Elle joua un rôle important dans la construction de l'image publique de Mobutu, apparaissant à ses côtés lors de cérémonies officielles et s'impliquant dans des œuvres sociales. Bien qu'elle n'ait pas exercé de fonction politique officielle, son influence sur son mari n'était pas négligeable. Dans le cercle intime du pouvoir, elle était respectée et sa proximité offrait une voie d'accès potentielle au président. Selon plusieurs témoignages, y compris celui de Musa, Mama Mobutu entretenait une relation de confiance et d'affection particulière avec Jean-Guza Caribon. Certains décrivent cette relation comme quasi maternelle, Mama Mobutu appréciant l'intelligence et la loyauté apparente de Nusa, le considérant presque comme un fils adoptif ou un protégé. Elle aurait intercédé en sa faveur auprès de Mobutu à plusieurs reprises. Cette proximité était un atout considérable pour Nusa dans le système mobutiste, mais elle comportait aussi des risques, notamment celui d'attiser la jalousie d'autres courtisans ou la paranoïa de Mobutu lui-même. La nature exacte et la profondeur de cette relation restent sujettes à interprétation, mais sa perception par Mobutu fut déterminante. Vers le milieu des années 1970, la santé de Mama Mobutu commença à décliner. Elle souffrait de problèmes cardiaques et dut se rendre à plusieurs reprises en Europe, notamment en Suisse, pour recevoir des soins médicaux spécialisés. C'est lors d'un de ses séjours médicaux, probablement en 1977, peu avant son décès, que l'incident de la photographie eut lieu. Jean-Guza Caribon, alors une figure politique de premier plan, possiblement ministre des Affaires étrangères ou occupant une autre fonction importante nécessitant des déplacements internationaux, se trouvait également en Europe ou s'y rendit spécifiquement. Connaissant la relation privilégiée qu'il entretenait avec la Première Dame, et peut-être par réelle affection ou par calcul politique pour maintenir ce lien précieux, il lui rendit visite à l'hôpital ou dans sa résidence en Suisse. C'est au cours de cette visite qu'une photographie fut prise. Les détails exacts de la scène sont principalement connus par le récit de Nusa et les rumeurs qui circulèrent à Kinshasa. Il s'agissait vraisemblablement d'une photo simple, peut-être Nusa au chevet de Mama Mobutu, lui tenant la main en signe de réconfort, ou posant à ses côtés. Un geste qui, dans un contexte normal, apparaîtrait comme une marque de soutien et de compassion envers une personne malade et influente qu'il connaissait bien. Cependant, dans l'univers distordu de la cour de Mobutu, cette image anodine fut chargée d'une signification explosive. La photographie, ou du moins la nouvelle de son existence et de sa nature, parvint rapidement aux oreilles de Mobutu à Kinshasa. Comment ? Probablement par l'intermédiaire de membres de l'entourage de Mama Mobutu, de l'ambassade zaïroise, ou d'autres courtisans rivaux de Nusa, trop heureux de trouver une occasion de nuire à un potentiel concurrent. L'interprétation qui en fut faite, ou plutôt celle que Mobutu choisit d'en faire, ou qu'on lui souffla, fut radicalement différente de l'intention probable. La photographie fut perçue non pas comme un geste de compassion, mais comme Mobutu, notoirement possessif et jaloux, aurait pu interpréter cette proximité physique comme un manque de respect, voire une forme de familiarité déplacée avec son épouse. Montrer une telle proximité avec la première dame malade pouvait être vu comme une tentative de Nusa de se positionner pour l'avenir,
peut-être en spéculant sur la succession ou en cherchant à capter une partie de l'influence de Mama Mobutu. Dans un système où l'image et les apparences étaient primordiales, prendre une telle photo pouvait être considéré comme une imprudence, une violation des codes non écrits de la cour. La photo rappelait aussi la maladie et la fragilité de Mama Mobutu, un sujet potentiellement sensible pour le dictateur. La paranoïa maladive de Mobutu, alimentée par des années de pouvoir absolu, de complots réels ou imaginaires, et peut-être par les insinuations de rivaux de Nusa, transforma cette simple photographie en un acte de défiance, voire de trahison. La réaction de Mobutu fut rapide et brutale. Peu de temps après l'incident de la photo, Jean Nusa Carli-Bon reçut l'ordre impératif de rentrer immédiatement à Kinshasa. Malgré les pressentiments qu'il pouvait avoir, désobéir n'était pas une option envisageable sans rompre ouvertement avec le régime. Dès son arrivée à l'aéroport de Njili à Kinshasa, le piège se referma. Il fut arrêté par les services de sécurité. Ce qui suivit fut une descente aux enfers qu'il décrira plus tard dans ses mémoires. Selon son propre récit, il fut conduit non pas en prison, mais dans une résidence où il fut confronté à un Mobutu enragé. Là, il aurait subi une humiliation et des sévices physiques extrêmes. Nusa affirme avoir été personnellement battu, torturé, certains récits allant jusqu'à dire que Mobutu lui-même aurait participé aux sévices ou les aurait ordonnés en sa présence. L'objectif était clair, briser physiquement et psychologiquement celui qui avait osé, aux yeux du dictateur, franchir une ligne invisible. L'accusation officielle portée contre Nusa ne fut pas liée directement à la photographie, cela aurait été trop trivial et personnel, mais fut celle, classique et fourre-tout, de haute trahison. On l'accusa d'avoir eu des contacts avec des puissances étrangères, notamment la Belgique, et d'avoir comploté contre la sécurité de l'État, en lien avec les troubles au Chaba, les guerres du Chaba IE2, impliquant des rebelles katangais soutenus par l'Angola, était une source majeure d'inquiétude pour Mobutu. La photographie et la prétendue offense personnelle envers Mobutu et sa femme servirent probablement de déclencheur émotionnel à la paranoïa de Mobutu, qui chercha ensuite des motifs plus politiques pour justifier une répression sévère. Nusa fut jugé par une cour militaire expéditive et condamné à mort en septembre 1977. Sa chute fut aussi spectaculaire que son ascension avait été rapide. La peine fut cependant commuée en prison à vie, probablement sous la pression internationale, Nusa étant une figure connue à l'étranger, et peut-être, ironiquement, grâce à l'influence résiduelle de certains membres de l'entourage de Mobutu ou même d'une Mama Mobutu affaiblie, bien que son rôle exact à ce stade soit incertain et qu'elle décède en octobre 1977. Il passa plusieurs mois dans des conditions de détention difficiles avant d'être finalement gracié et libéré par Mobutu en 1978, dans un de ces retournements de situation dont le dictateur avait le secret, souvent destiné à montrer sa magnanimité et à recycler des figures politiques utiles. Marqué physiquement et psychologiquement par son épreuve, Nusa Carli-Bon choisit l'exil peu après sa libération. C'est depuis l'étranger qu'il publia son livre accusateur, Mobutu, ou Incarnation du Mazaïrois, publié initialement sous un titre légèrement différent, puis réédité. Dans cet ouvrage, il livra un témoignage accablant sur la brutalité, la corruption et la paranoïa du régime Mobutu, racontant en détail sa propre arrestation, sa torture et les raisons, selon lui, de sa disgrâce, mettant en lumière l'incident de la photographie avec Mama Mobutu comme un élément déclencheur clé. Ce livre eut un retentissement international et contribua à ternir davantage l'image déjà écornée du dictateur aïrois. L'histoire de Nusa ne s'arrête cependant pas là. Dans un énième rebondissement typique de la politique zaïroise sous Mobutu, il accepta de rentrer au pays et fut de nouveau nommé Premier ministre par Mobutu au début des années 1980, puis à nouveau au début des années 1990 pendant la période de transition démocratique chaotique. Ses retours au service de celui qui l'avait fait torturer furent critiqués par beaucoup comme une preuve d'opportunisme ou d'inconstance politique. Pour Nusa, c'était peut-être une tentative de jouer un rôle politique depuis l'intérieur, ou simplement la reconnaissance qu'au Zaïre, toutes les routes politiques semblaient inévitablement repasser par Mobutu. Il finit par rompre définitivement avec le régime avant sa chute.
L'affaire de la photographie de Nusa et Mama Mobutu est emblématique du fonctionnement du pouvoir sous une dictature paranoïaque comme celle de Mobutu. Les relations personnelles, les amitiés, les jalousies et les émotions privées du dictateur avaient des conséquences politiques directes et souvent dévastatrices. L'offense perçue par Mobutu dans la photo était personnelle, mais la punition fut politique, accusation de trahison et physique. Un leader comme Nusa, compétent, internationalement connecté et proche de la Première Dame, représentait une menace potentielle, mais involontaire. La photo a pu cristalliser cette menace latente dans l'esprit de Mobutu. L'atmosphère de cour favorisait les intrigues. Il est presque certain que des rivaux de Nusa ont exploité l'incident de la photo pour l'affaiblir aux yeux de Mobutu, en lui donnant une interprétation malveillante. La torture infligée à Nusa n'était pas un excès isolé, mais un outil délibéré pour maintenir la discipline par la terreur, même au sein de l'élite la plus proche. C'était une démonstration que personne, aussi haut placé soit-il, n'était à l'abri de la fureur du guide. La chute de Nusa, déclenchée par un acte anodin, et sa réhabilitation ultérieure montrent l'absence totale de règles stables ou de sécurité juridique. Tout dépendait du bon vouloir, ou plutôt du mauvais vouloir, du dictateur. L'histoire de Jean Gusak à Libon et de la photographie prise aux côtés d'une Mama Mobutu malade est bien plus qu'une anecdote sordide de la cour de Mobutu. C'est une fenêtre ouverte sur la psyché d'un dictateur rongé par la paranoïa, sur la brutalité d'un régime où la loyauté était une marchandise volatile et où la disgrâce pouvait frapper à tout moment, déclenchée par le plus futile des prétextes. Pour Nusa, ce fut une épreuve terrible qui marqua sa vie et sa carrière, le transformant de pilier du régime en l'un de ses critiques les plus virulents, avant des retours ambigus dictés par les réalités complexes du pouvoir zaïrois. Pour Mama Mobutu, cet épisode ajoute une touche tragique à sa propre histoire, son état de faiblesse étant involontairement devenu le catalyseur de la chute d'un homme qu'elle considérait peut-être comme un ami ou un protégé. En fin de compte, la photographie fatale de Suisse reste un symbole puissant de la manière dont, sous Mobutu, les liens humains les plus élémentaires pouvaient être tordus et interprétés à travers le prisme déformant de la peur et du pouvoir absolu, menant à des actes d'une cruauté calculée. L'ouvrage de Nusa, né de cette expérience traumatisante, demeure un témoignage essentiel, non seulement sur les turpitudes d'un régime, mais aussi sur la condition humaine lorsqu'elle est confrontée à l'incarnation du mal politique qu'il dénonçait. L'ombre de cette photographie continue de planer sur la mémoire complexe et douloureuse du Zaïre de Mobutu. C'est tout pour aujourd'hui. Laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.